Donc je vous propose d'aborder cette fois-ci d'autres exemples et une question à la fin plutôt sur dans quelle mesure on peut questionner les usages du numérique dans un sens qui va de l'aide aux agriculteurs jusqu'à leur contrôle. Alors, ça fait très manichéen mon truc là, mais je trouve qu'il y a vraiment des questions intéressantes à se poser à ce niveau-là. Alors, comme on est juste entre les mêmes personnes, je pense, que tout à l'heure, je vais me permettre de passer très rapidement sur les premières diapos qui, en fait, sont identiques à la première présentation, donc les quatre premières diapos, si ça vous va. Donc, si vous vous rappelez, je vous précisais qu'on appréhende souvent le numérique sous un angle de l'agriculture de précision quand on parle d'agroécologie, mais que ce n'est pas que ça, globalement, on est bien dans une logique de positionnement de l'agroécologie dans le cadre de cette présentation sur l'écologie des systèmes alimentaires, avec tout ce que ça sous-entend. Et donc, cette question, je réinsiste juste un peu dessus, sur cette question de lien au territoire, de diversité de contextes et donc d'acteurs, mais aussi de pratiques. L'idée de positionner la nature comme un partenaire à respecter et une forte implication, une forte dimension donnée aux dimensions sociales du développement durable. Et que là, le numérique et tous ces développements permettent potentiellement de répondre à ça. Je passe cette diapo-là, sauf si quelqu'un hurle et me dit qu'on en a déjà parlé, enfin qu'il n'était pas là ou qu'elle n'était pas là, mais j'avance sur cette diapo qui pose la question du numérique en termes de nouvelle liberté ou de nouvel esclavage, et ce sur quoi je vais revenir à la fin de cette présentation. Et puis le cadre sur lequel j'avais présenté l'idée qu'on peut aborder la question du numérique et des usages du numérique de plusieurs manières dans le cadre de la transition agroécologique, avec ce cadre des 7 S développé dans un projet de recherche à échelle nationale sur, si ça veut bien avancer, sur les dimensions qui sont montrer, stocker, structurer de l'information, diffuser, faire valoir, partager et simuler. Et donc ce cadre, je le reprends à chaque fois dans les exemples que je vais vous présenter juste après. Alors les deux exemples que je vais vous donner, il y en a un premier qui vient toujours de ce projet de grande envergure Occitanum dans le sud-ouest, que je trouvais intéressant. Alors dans ce projet, j'avais très envie de discuter avec vous de ces deux-là, c'est-à-dire l'approvisionnement local et le maraîchage périurbain. Dans l'idée, je trouvais que c'était intéressant dans le cadre des AFoodTech de questionner ça, parce qu'il y a à la fois une dimension agricole, avec une dimension vraiment pratique, et une dimension connexion aux consommateurs, qui me paraissait relativement intéressant, et où le numérique, finalement, dans deux usages très différents, permet d'accompagner la transition agroécologique sur ces questions-là. En effet, dans le cadre du projet Occitanum et du Living Lab en question, ce qui a été repéré, en particulier dans les métropoles, alors ce n'est pas des petites métropoles, hein, on n'est pas à Angers, c'est Montpellier et c'est Toulouse. Donc ce sont deux très très grosses métropoles, et en fait il y a un besoin extrêmement accru de fruits et de légumes bio, en circuit court, local, et dans un contexte fortement urbanisé. Et en gros, cette demande, elle passe par des réseaux qui sont très différents, des AMAP, des grossistes, des supermarchés, de la restauration hors foyer et des cantines scolaires. Et deux verrous sont identifiés la plupart du temps dans le cadre du développement de ces circuits-là. Le premier, c'est qu'en fait, il y a un manque accru de produits, tout simplement, et que un des problèmes, c'est qu'il y a une difficulté à optimiser les rendements, et il y a une difficulté à optimiser ces rendements dans un cadre de main-d'œuvre qui peut vite devenir très limitante, voire très coûteuse. Et donc finalement, c'est assez compliqué d'optimiser ces rendements pour à la fois maintenir du volume et de stabiliser ces volumes aussi bien en termes de quantité que de qualité. Et puis le deuxième verrou identifié dans le cadre du projet, c'est que globalement, il y a une grosse difficulté aujourd'hui à assurer une logistique, une notoriété des agriculteurs,
et une régularité entre l'offre d'un côté de ces différents secteurs et la demande en produits qui, eux, sont de saison et donc qui varient potentiellement un peu tout le temps. Et ce qui fait que dans le cadre du projet, sur 8 ans, ils envisagent de tester 2 choses et de développer 2 choses pour essayer de lever ces 2 verrous. La première, c'est de mobiliser la robotique dans des exploitations pour augmenter les rendements, stabiliser la production, tout en essayant de réduire le coût lié à la main-d'œuvre. Donc en gros, il y a l'idée de faire en sorte de remplacer une tâche qui peut être extrêmement compliquée, qui est le désherbage mécanique, par un robot, de manière à libérer du temps à l'agriculteur sur des activités qui sont potentiellement plus créatrices de valeur ajoutée pour lui. Et la deuxième solution qui va être mise en test dans le cadre de ce projet-là, c'est de développer un passeport logistique avec une start-up qui s'appelle Panji, je ne sais pas si vous la connaissez, où là, en gros, l'idée, c'est de créer un passeport logistique informatique géré en amont par l'agriculteur, c'est-à-dire que c'est l'agriculteur qui met à disposition ses produits. Et ensuite, il y a des plateformes d'approvisionnement qui sont maîtrisées derrière, de manière à pouvoir alimenter des besoins de différents acteurs derrière. Mais ce sont les acteurs qui vont rentrer leurs demandes, et l'adéquation se fait par le biais de la plateforme logistique informatique. Donc, globalement, vous voyez ici, typiquement, 2 façons d'accompagner la transition agroécologique en contexte périurbain, à la fois en essayant d'améliorer la productivité tout en restant dans un cahier des charges qui est ici l'agriculture biologique, et puis une autre situation qui là est de partager de l'information de manière à améliorer des circuits logistiques entre différents acteurs, en particulier potentiellement des consommateurs et des agriculteurs. Ce qui fait que finalement, ici, alors, je me suis amusé à repositionner ça sur ce schéma, finalement, dans le cadre de ce test sur du maraîchage, c'est à la fois la mise en forme de la plateforme logistique qui mobilise de la donnée stockée et structurée, et puis ensuite, il y a à la fois du partage d'informations, et puis l'idée de faire valoir des nouvelles pratiques, en particulier par le biais de l'usage de la robotique en maraîchage biologique. L'autre exemple que j'avais envie de traiter, et que je reprendrai après pour vous poser cette fameuse question à la fin, c'est un autre projet d'envergure, un autre territoire d'innovation de grande ampleur, qui lui là concerne le Grand Ouest de la France, qui s'appelle LIT Ouest Territoire d'élevage, ou LIT Ouest-Terrel, où en fait là l'idée, le constat est de partir on va dire d'un débat qui traverse globalement la société aujourd'hui sur la place de l'élevage et les rôles de l'élevage dans la société. Et l'ambition que se fixe à 8 ans ce projet, c'est de co-construire entre acteurs le futur des productions animales en répondant au mieux aux attentes citoyennes et de consommateurs pour améliorer les économies territoriales. Et 3 ambitions sont données dans le cadre de ce projet. Augmenter le bien-être animal, réduire l'usage des antibiotiques et améliorer les conditions de travail et de vie des acteurs. Et l'idée est de travailler à l'échelle des territoires et de définir ce qu'on appelle, avec les consommateurs et les gens des territoires, c'est leur ambition, l'élevage à vivre ensemble. 3 territoires ont été choisis dans le Grand Ouest. Alors je ne vais pas m'appesantir dessus, c'est toujours le même principe, c'est dans l'idée de Living Lab, c'est-à-dire qu'ils ont choisi 3 territoires d'élevage caractérisés par des types d'élevage et des dynamiques économiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes et qui sont associés globalement à 3 grandes coopératives. Alors il y en a une, globalement, la coopérative n'est plus partenaire du projet, mais il y en a une en Normandie, une en Bretagne et une en Pays de la Loire du côté d'Ancenis. Le projet tel qu'il est réfléchi, moi je le trouve plutôt très intéressant. En fait, il a plusieurs axes, mais il y en a, à mon avis, 2 que je vais reprendre après. Il y a la recherche de solutions de santé et de bien-être en élevage, avec l'idée de réaliser une traque à l'innovation en mobilisant le numérique, et l'idée de développer tout un système de traçabilité du bien-être de l'éleveur jusqu'au consommateur. Là-dedans, vous voyez, le numérique est fortement mobilisé dans cette transition agroécologique de l'élevage sur la question du bien-être animal et de la santé animale, avec l'idée de travailler sur la modernisation des bâtiments d'élevage avec de la traque à l'innovation chez les agriculteurs pour potentiellement ensuite diffuser ça,
l'idée de tester des abattoirs nouvelle génération, ce qu'ils appellent les abattoirs 3.0, voire de l'abattoir mobile, de développer des solutions de détection et d'accompagnement des éleveurs sur le bien-être animal par l'imagerie, par le capteur, par la géolocalisation. Donc là, l'idée étant de, à l'animal, être capable de savoir tout ce qui se passe sur un animal, permettant de faire un lien à sa santé ou à l'expression de son répertoire comportemental, et ensuite de mettre en place des outils de traçabilité pour pouvoir remonter toute l'information et la rendre disponible aux acteurs de la filière, et en particulier le consommateur qui est l'acteur final. Globalement, dans le cadre de ce projet-là, finalement, dans l'accompagnement du changement de pratique en élevage, quasiment tout est mobilisé. À la fois dans le fait de montrer, avec des outils numériques, des capteurs, etc., de stocker, structurer et de diffuser de l'information à l'échelle des filières, et dans l'idée de partager avec plein d'acteurs possibles, et bien entendu de faire valoir, par exemple, dans le cadre de démonstrations sur des abattoirs de type 3.0. Donc vous voyez que globalement ici, toutes les dimensions du numérique peuvent être mobilisées dans le cadre d'une transition agroécologique ici d'un secteur complet qui est l'élevage dans le Grand Ouest de la France. Néanmoins, ça pose des questions. Alors les questions que ça pose, en tout cas que ça nous a posées dans le cadre de la construction de cette présentation, c'est que, alors je suis parti d'un cas qui est en fait en plus un travail de test que je co-encadre qui alimente en partie ce projet. Ça peut être un cas où on utilise la géolocalisation et des outils de type accéléromètre, typiquement ce qu'il y a dans votre smartphone, et qui vous dit vous êtes en train de courir, danser, faire du vélo, etc. etc. On fait la même chose avec des vaches. Et donc on peut potentiellement localiser des animaux sur une parcelle de pâturage, définir des schémas d'activité des animaux sur le pâturage, et en fait ça a plein de finalités hyper intéressantes. La première, pour l'éleveur, on a un planning de pâturage avec des outils qui peuvent être associés à ça, qui accompagnent l'éleveur dans ses pratiques, en gestion du parasitisme, en améliorant les plans de maîtrise des pollutions d'origine agricole, et donc, par exemple, en intégrant mieux les restitutions au pâturage quand on fait les plans d'épandage, etc., ou de fertilisation. On a une analyse du comportement alimentaire qui permet de mieux associer comportement, pâturage et gestion de l'alimentation pour l'éleveur. Il y a des gens qui développent par exemple des barrières virtuelles, donc il n'y a même plus besoin de mettre de fil, et puis voilà. On peut imaginer anticiper des événements sanitaires en termes de reproduction, de boiterie, de sortie des animaux, etc., etc. Ça peut avoir des intérêts hyper intéressants quand on réfléchit pour le territoire, parce que si on réfléchit le planning de pâturage sur un territoire donné, de plusieurs éleveurs, on peut faire des liens entre la circulation des animaux et la circulation d'agents pathogènes potentiels, de type des tiques, etc., etc., ou des animaux sauvages, et donc de mieux maîtriser des circuits d'animaux pour éviter des développements de maladies vectorielles. On peut réfléchir un peu plus intelligemment aux politiques de schéma d'aménagement et de gestion de l'eau. On peut mettre en débat des pratiques de pâturage différentes sur un territoire donné en agriculteur pour accompagner les pratiques sur un territoire donné. Et on peut y intégrer une notion de préservation de la biodiversité. Et puis, il y a le dernier enjeu pour la filière qui, à partir de ça, en fait, dit on peut développer des plannings de pâturage réels, effectifs, à partir de la donnée, tracer ça sur l'information qu'on donne en termes de part de pâturage dans l'alimentation des animaux quand on vend un produit. On peut également recueillir les événements sanitaires et dire mes animaux sont en bonne santé ou pas. Et on peut donner des indicateurs de situation favorable ou non au bien-être en termes de comportement animal. Et donc, on peut intégrer ça dans une blockchain. Et un consommateur, en cliquant sur un QR code, peut avoir cette information-là et savoir si finalement on a bien respecté l'animal, le fait de le faire pâturer, etc., etc. Et le lead Westerel, globalement, se positionne essentiellement sur ce point-là. Donc vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire qu'en gros, potentiellement, aujourd'hui on a des acteurs qui se disent on va co-construire des référentiels santé-bien-être, où l'objectif c'est uniquement de rassurer des gens sur cette question du bien-être animal. Et on aborde finalement assez peu ces questions pour l'éleveur et pour le territoire, alors qu'il y a des enjeux potentiels. Et donc pour moi, ça soulève deux questions. La première, c'est dans ce type de projet-là, alors qui est hyper intéressant par ailleurs, c'est dans la mesure où on met l'accent sur une des finalités possibles du numérique. Ici, un système de traçabilité qui est associé à une notation de l'élevage qui vise à terme 2027 une implication quasi totale des éleveurs dans un système de traçabilité.
en tout cas dans les Living Labs testés, en fait, comment on peut s'assurer que le numérique ne va pas devenir un outil d'aide au contrôle pour la filière et pour le consommateur, plus qu'un outil d'accompagnement de la transition agroécologique des éleveurs à l'échelle d'un territoire. Et la deuxième question que ça pose, c'est que dans une période de remise en question de l'élevage, alors là, parce que c'était l'élevage, mais je le trouvais intéressant pour ça, cet exemple-là, et en particulier sur le statut de l'animal, et puis de l'usage des données individuelles, finalement, comment on peut éviter que le numérique soit au final perçu plutôt comme une nouvelle évolution de la notion d'animal-machine par le citoyen, qui accentuerait cette idée du contrôle de l'animal avec plein de capteurs, etc., et au final, potentiellement aussi de l'éleveur. Et donc finalement, toujours cette idée de comment en fait le numérique, qui peut être un super outil d'accompagnement des éleveurs dans leurs pratiques au quotidien et dans l'accompagnement sur la diversité de leurs pratiques, ne peut pas devenir quelque chose qui pourrait être globalement un système uniquement de traçabilité de leurs pratiques et qui donc oublie une partie de la transition agroécologique. Je m'arrête sur ces deux questions. On a 10 minutes pour répondre aux exemples, pour que je puisse vous donner des éclairages sur les exemples que je vous ai donnés, et puis bien entendu aussi pour que je recueille soit les questions, soit les remarques, soit les réponses que vous avez sur les deux questions que je formule qui me paraissent relativement intéressantes, en tout cas qui intéressent fortement aujourd'hui la recherche. Merci pour votre attention. Bonjour. Dans les deux exemples que vous citez, ce qui m'interpelle, moi, et par rapport à la question que vous posez, c'est du coup la place de l'agriculteur, en fait, dans tout ça. Parce que du coup, entre le premier projet où d'un côté on a les robots de désherbage, de l'autre côté le passeport d'information sur la production, il faut quand même bien que les informations soient renseignées à un moment donné pour qu'elles puissent être diffusées après sur la plateforme. Et là, dans le projet WestRL, c'est pareil. Pour que les données soient disponibles à la filière, il faut quand même bien qu'il y ait une action du producteur pour pouvoir saisir cette information, qu'elle soit structurée, etc. Et donc, du coup, voilà, quelle est la place réelle du producteur dans ces deux projets? Alors, sur le premier projet, j'aurais du mal à répondre précisément. Une chose est sûre, c'est que l'engagement, il est avant tout lié à l'agriculteur, parce que c'est lui qui décide de mettre sur la plateforme logistique les produits qu'il a à disposition, et donc c'est lui qui va décider finalement de les mettre en vente par le biais de cette plateforme. Donc je pense que ça passe, le contrôle il est là en fait pour lui. Concernant le lead WestRL, très clairement, l'objectif est de tester à l'échelle des territoires la co-construction de référentiels en impliquant dans la construction des agriculteurs, enfin des éleveurs. Donc les référentiels ne sont pas produits sans les mettre dans la boucle, clairement. Et ensuite, la question que ça pose, c'est que par contre, l'idée est de tester la mise en place d'une notation bien-être, enfin santé bien-être, avec un type d'étoile, par exemple de 1 à 5 étoiles, avec des niveaux de 1 à 5. L'idée étant que les niveaux 3, 4, 5 sont considérés comme des niveaux supérieurs en termes de bien-être, le 5 étant le topissime. Et donc, plus on est sur 3, 4, 5, plus potentiellement le potentiel à payer par la filière est élevé. Par contre, le 1, 2, globalement, c'est considéré comme des niveaux d'entrée bien-être. Et là, l'idée, c'est que tous les éleveurs soient là-dedans à terme, à minima 1 et 2. Ça veut dire que potentiellement, il faut qu'on mette en place un système de collecte d'informations dans les territoires donnés, dans tous les élevages, d'informations qui permettent potentiellement de savoir si l'éleveur il est 1 ou 2 et de faire remonter l'information. Et donc ça pose ces questions-là très clairement. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des éleveurs qui sont très réfractaires à l'idée de l'usage du numérique, tout court, à l'idée de mettre des capteurs sur leurs animaux ou dans l'élevage. Et si, dans l'évaluation 1, 2, il faut ce type d'information, ça va forcément poser des questions, quoi. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le cadre de projets de grande envergure de ce type-là, en fait. En tout cas, ça pose vraiment la question de comment on développe ça dans le cadre de la transition agroécologique d'une filière complète ou d'un territoire complet. Et puis je pense que ça pose aussi la question du coût, du financement et puis du retour sur investissement qu'il faut imaginer dès le départ. Parce que sinon, on force les choses, je dirais. Et dès le départ, il faut que ce soit imaginé qu'il y ait des accords. Les agriculteurs sont déjà en difficulté, donc on crée une concurrence. Oui. Et comment vous voyez les choses à ce niveau-là ?
Alors, à part dire que je suis en phase avec vous, effectivement, oui. Alors, les acteurs sont assez... le nombre d'acteurs impliqués dans ce projet, c'est énorme. Hein. Enfin, on va vraiment... Il y a les grandes coopératives de l'Ouest, il y a l'INRA, il y a quasiment tous les circuits de transformation associés, il y a des grandes anciennes de GMS qui sont impliquées également. Ce qui fait que, globalement, aujourd'hui, les acteurs disent qu'ils sont prêts à y mettre le prix pour développer ce système de traçabilité si ça permet de rassurer le consommateur sur les pratiques. Maintenant, jusqu'où ils seront... Enfin voilà, le consentement à payer et la création de valeur qu'il va y avoir derrière, elle est extrêmement compliquée à définir, et la façon dont elle sera répartie après dans la filière, c'est pareil, ce sera assez compliqué de le définir. Mais le projet démarre juste, hein. Faut vraiment avoir le projet démarre juste, il est parti pour 8 ans, hein, donc... Je dirais que dans ces cas-là, à chaque fois qu'il y a des surcoûts, il faut imaginer aussi au niveau du pouvoir d'achat consommateur, comment est-ce que ça va matcher ou pas, quoi. Dans des cas comme ça, effectivement, on va vers plus de qualité, plus de bien-être, plus de prix kilo probablement. Et donc ça veut dire que derrière, effectivement, il faut avoir des consommateurs avec le pouvoir d'achat qui leur permettent de financer ça. Oui, ça fait complètement partie... Alors c'est pareil, il y a une note d'Agreste là, qui est plutôt très sympa sur justement cette histoire de visibilité agroécologique et de renforcement prix associé. Et en fait, ce type de démarche-là, pour le consommateur, c'est souvent vu comme du renforcement de pratique, pas forcément associé à un cahier des charges, et donc le consentement à payer par le consommateur est très faible. À peine 3-4% de plus que le produit standard, quoi. Ce qu'on ne retrouve pas, par exemple, sur un produit de type AOP ou bio, où là, très clairement, le consentement à payer est plus élevé, les personnes qui achètent ne sont pas les mêmes, et où il y a une visibilité agroécologique qui est plus évidente, en tout cas pour le consommateur. Tout à fait. On parle de quoi? On parle d'ouest de la France, au moins sur le cheptel, donc la moitié de la production, elle est issue en matière de viande, est issue de réformes laitières, et l'autre moitié de vaches allaitantes. Et aujourd'hui, pour un produit qui va être le steak haché basique, comment on va faire pour remettre ces coûts-là sur le steak haché basique, surtout alors que tout le monde se bat là-dessus? Premier point. Aujourd'hui, dans la restauration hors foyer, on l'a vu à midi, personne ne demande l'origine des produits. Voilà, donc il y a une vraie difficulté, il ne faut pas additionner des charges, quoi. Alors, moi, les vaches, je les aime bien, mais je vais bientôt plus vouloir les voir, quoi. Mais non, mais ça devient un centre de coûts, quoi. Donc si vous me remettez encore ce truc-là par-dessus, ma décision... de les garder. Enfin, je vais leur expliquer ce soir gentiment que je vais attendre encore un peu, mais si vous me mettez ça, j'arrête. Alors, moi, je ne vais rien mettre du tout en soi. Mais alors déjà, c'est pas que les vaches, hein, ça concerne toutes les productions animales. Mais oui, effectivement, enfin, ça pose ces questions-là. Oui. On ne prendra pas d'exemples qui ont été assez terribles pour la filière œuf, par exemple, sur des changements de logement des poules qui ont été décidés de manière très rapide, alors que les niveaux d'endettement des exploitations ne permettaient pas d'assumer ça. On est d'accord? Oui, bien sûr. Là, ici, ce que ça questionne surtout, enfin, en tout cas pour moi, au-delà de l'aspect rentabilité pour l'éleveur, en plus, c'est une question d'ordre... la transition agroécologique, c'est avant tout accompagner aussi le changement de pratique. Là, ici, on est plutôt dans l'idée de se rassurer, quoi, et donc de mettre en place des systèmes de contrôle, de traçabilité de l'information, et uniquement de rassurer. Et finalement, on en oublie presque l'accompagnement au changement de pratique et certains usages du numérique qui pourraient être hyper intéressants dans la transition agroécologique. C'est l'exemple que je prenais sur les vaches, typiquement, là. Voilà. Mais on aurait pu le prendre sur de la volaille, hein. Oui, pour que ça aille jusqu'au bout et que le consommateur finisse par s'y retrouver, est-ce que ça veut dire que cette certification ou cette normalité doit passer par un seul agrément, un seul organisme public qui puisse agréer ça, ou est-ce qu'on va encore se retrouver avec multitude de coopératives ou d'industriels qui auront chacun leur normalité?
Alors là, c'est une super question. Je pense que le projet n'est pas encore à ces niveaux de réflexion-là. Je pense néanmoins que l'objectif, en tout cas là, dans le cadre du projet de grande envergure, c'est justement l'intérêt d'avoir les gros acteurs autour de la table, c'est de définir un référentiel commun. Maintenant, est-ce qu'ils vont y arriver? Je ne sais pas, mais pour moi, je pense que c'est vraiment d'arriver à un référentiel commun. Et après, sur la question de la certification, je crois de mémoire qu'il y a pour objectif de faire du contrôle externe, de l'audit externe. Donc de ne pas faire de l'audit interne dans le cadre de la certification des notes 1, 2, 3, 4, 5 sur le bien-être. Si on se retrouve à la fin avec, pour notre ami tout à l'heure de Terena qui avait monagriculteur.coop, si notre coopérative a mon agri, je sais pas quoi, et puis une autre Carrefour, une autre marque certifiée, comment le consommateur va s'y retrouver? Il est perdu. On a 400 labels aujourd'hui, on est incapable de s'y retrouver. Ouais. Et là, si on ne fait pas un système unique, national, entre guillemets, certifié, je ne vois pas comment le consommateur il va s'y retrouver et il va être prêt à payer la différence qu'on a besoin, in fine, pour nos éleveurs. Alors, je m'avance peut-être un peu, mais je pense que l'envergure donnée au projet, c'est un seul référentiel développé dans le cadre du projet qui serait déployé après. Ce ne serait pas 50 référentiels. Il y a des gros acteurs en termes de coopérative, il y a des gros acteurs en termes de distribution. Clairement, je pense que là, l'objectif, ce n'est pas de faire 50 marques, c'est d'avoir exactement dans la même idée que les notes tendreté sur la viande aujourd'hui. Il y a le même référentiel pour tout. Voilà, et l'idée, c'est d'avoir le même type d'évaluation, ou le Nutri-Score. C'est d'aboutir à peu près au même type d'évaluation sur la question santé-bien-être. Et plus une information donnée au consommateur qu'une marque à part entière. Mais je me trompe peut-être. Là, encore une fois, je vous dis, le projet démarre juste. Et donc les finalités et la façon dont ça va se construire au final, ça reste encore extrêmement flou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'ambition qui est donnée. La façon dont ça va aboutir, le risque, c'est d'aboutir à ça, effectivement. Mais je ne pense pas que ce soit l'ambition. Bonjour. Moi, je suis assez, plus que sceptique parce que j'ai travaillé et j'ai vu dans la construction de ce type de système et de plateforme qui relie un industriel, un gros groupe de coopératifs et derrière des agriculteurs, c'est quelle est l'indépendance derrière d'un agriculteur. Et on arrive sur des systèmes où c'est l'industriel qui va encore contrôler la production avec je veux tel indicateur sur tel objectif. Et en plus là, ce qui est encore plus chouette avec ce type de système, c'est que je peux voir exactement ce que fait monsieur Untel sur tel territoire et je peux savoir s'il a mis tel produit, s'il a fait telle action. Et après, je peux le retoquer pour lui dire « t'as pas répondu à mon cahier des charges, donc je te paye pas à ce niveau-là ». Et on arrive dans des systèmes de contrôle de l'industrie agroalimentaire qui, du coup, on n'est absolument pas dans le sujet de la loi Egalim et de la valeur ajoutée et de l'indépendance des systèmes de production. Et on arrive à une uniformisation d'un système de production aussi. Alors, oui. Et les questions que je pose sont dans cet esprit-là. C'est pour ça que je veux... Par contre, la question, c'est comment on trouve le juste équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, ces systèmes-là et le numérique, enfin en tout cas, le numérique permet de développer ce type de système-là, mais à partir d'une information, c'est ce que je vous ai montré juste avant, à partir d'une information qui permet aussi ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi l'idée de donner potentiellement le contrôle à l'agriculteur. La question, c'est, pour moi, c'est tout le débat. C'est vraiment ça. C'est comment on s'assure que ça ne devienne pas juste un outil de contrôle. Et donc, dans le cadre du lead Westerel, l'intérêt de le travailler, je pense, à l'échelle locale, dans des territoires, c'est qu'en fait, on réfléchit in situ dans des situations d'élevage avec des acteurs qui sont des groupements de producteurs. Ce n'est pas toujours un éleveur, mais globalement, on réfléchit avec eux. Et je ne dis pas qu'ils vont réussir. Ma crainte, c'est aussi potentiellement qu'on s'arrête à ça. Mais néanmoins, je trouve qu'il y a des questions de recherche à se poser, en tout cas. Et il y a des questions d'application terrain, et il y a des questions de développement d'entreprise et de start-up sur comment on s'assure que dans des situations comme ça, le numérique n'évolue pas uniquement comme un outil
d'aide à la traçabilité et au contrôle de pratique, clairement. Mais alors moi je travaille dans une cave coopérative viticole et en fait les viticulteurs n'ont pas du tout conscience de tout ça et tant qu'on leur montre pas, oui il y a énormément de bienfaits mais il peut y avoir aussi, et dans leur protection de données, des choses négatives pour eux, ils se rendent pas compte en fait, et donc ça c'est important de montrer les effets positifs mais aussi négatifs de ce genre de système. Et nous, moi dans mes missions, c'est justement ça, on est dans une vraie transition numérique, mais attention aux données qu'on donne, attention à ce qui va en être fait, et restons indépendants, donc, et restons dans le contrôle de nos données. Mais ce qui demande aussi dans une structure, une exploitation et une cave coopérative qui est plutôt petite par rapport à des gros groupes industriels, c'est comment on se donne les ressources en interne pour pouvoir piloter nos données et continuer à être indépendant. Et donc là, on rentre dans des nouveaux métiers et des nouveaux systèmes et processus en interne qui font que c'est une vraie transition aussi dans l'organisation. Oui, tout à fait, tout à fait. Après, clairement, il y a aussi des agriculteurs qui considèrent ça positif de pouvoir tracer ce qu'ils font et de le communiquer dessus. Hein. Donc, moi, la question que je renvoie, c'est comment on fait en sorte que ça ne s'arrête pas qu'à ça et qu'il n'y ait pas de dérive comme vous êtes en train de les mentionner. Mais il y a aussi l'idée que dire ce qu'on fait, c'est bien, et d'avoir des outils qui permettent de dire ça. Je pense qu'il y a aussi des agriculteurs qui sont tout à fait partants sur cette idée-là, quoi. Bon, je vois qu'il y a plein de gens d'arriver au fond, et il va falloir qu'on arrête. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre présence et les questions et les échanges.